Ça Shalom va? à tous, bonsoir à tous et à toutes. On est très heureux d'ouvrir cette nouvelle saison. On peut appeler ça peut-être collection automne-hiver avec Midreshet Yehuda en partenariat avec Lilmod. Et je laisse la parole à la présidente de Midreshet Yehuda, Brigitte Ulmo-Billiard. Bechavod. Shalom, bonsoir. Au nom de la Midreshet Yehuda Manitou, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir tous au seuil de cette nouvelle année d'études. Je rappelle que la Midreshet Yehuda Manitou poursuit le travail du centre Yair Manitou, créé par Manitou comme un centre d'études juives et israéliennes. Donc, c'est tout un programme. Vous savez que Manitou avait refusé d'écrire. Il croyait en l'enseignement oral et c'est cet enseignement oral que nous essayons modestement de poursuivre. Voilà, je veux quand même que vous sachiez que nous sommes un petit comité de gens qui travaillent, de bénévoles, et je voudrais quand même les citer pour les remercier parce qu'on parle toujours de vous, des intervenants, de nos partenaires, mais aussi il faut parler des gens qui travaillent derrière l'écran. Donc, je voudrais quand même citer rapidement Rivka Bochko, Avram Namias, Cécile Spira, Odile Gottlieb, David Fermont, les Passantins, Marc et Nadine Passantin, je suis sûre que j'ai oublié quelqu'un, Maurice Meyara. Bon, j'oublie toujours quelqu'un, c'est pas grave. Voilà. Donc, nous sommes 9 personnes, on travaille dans l'ombre et on travaille beaucoup. Voilà. OK. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette année, nous avons de nouveaux partenaires. Nous sommes particulièrement heureux de travailler avec Lilmod et j'en viens tout de suite au programme de cette année. En plus de nos cours réguliers que vous connaissez déjà, avec nos intervenants qui sont vraiment formidables, en Kodesh, en histoire, nous avons décidé cette année de prendre un thème qui s'appelle « Un État juif ». Alors, pourquoi un État juif? Enfin, c'est quand même simple. Depuis des millénaires, les Juifs ne rêvent que d'avoir une souveraineté en Israël. Ce sont leurs prières, ce sont leurs rêves. Et c'est bien pour être dans un État juif que nous sommes venus en Israël. En outre, l'État qui a été créé grâce à la décision des Nations Unies, grâce à la déclaration d'indépendance, que je vous recommande de relire, c'est un texte magnifique, c'est bien un État juif. Mais ouvrez donc la télé, la radio, écoutez les informations et vous allez voir combien de fois vous entendez parler d'un État juif. À part ce petit épisode de la loi sur l'État-nation, jamais on entend parler du caractère juif de l'État. Jamais, jamais. Or, je répète, il s'agit d'un problème existentiel. La seule légitimité de l'État d'Israël, c'est d'être un État juif. S'il n'est pas un État juif, il n'a aucune raison d'être. Non seulement cela, mais aussi les nations du monde attendent que nous devenions, que nous soyons un État juif. Et bien entendu, on ne parle pas d'un État des Juifs. Hein. Vous vous rappelez la célèbre controverse de la traduction du livre Der Judenstaat. Faut-il le traduire par l'État des Juifs ou un État juif? Eh bien, Herzl lui-même a validé en français la traduction un État juif. Donc, il ne suffit pas qu'il y ait des Juifs dans un pays pour parler d'un État juif. Même une majorité juive, ça ne suffit pas. Il faut autre chose. Mais quoi? Alors, voilà. Nous allons d'abord commencer par un état des lieux, pour savoir qu'est-ce qui est juif dans ce pays, de quoi on parle quand on parle d'un État juif. Ensuite, nous allons réfléchir aux forces qui vont dans le sens d'un État juif et les forces qui s'opposent à un État juif. Et pourquoi? Comprenez, je veux quand même faire une parenthèse. Je ne parle pas ici de ce qu'on appelle en hébreu Medinat Halacha. Ça, c'est pour faire peur aux bourgeois, la notion de Medinat Halacha. On est sérieux, on parle de ce qui existe et on parle de ce qui est possible. Et il ne s'agit pas de multiplier les yeshivot ni les synagogues. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de faire en sorte que la société israélienne ait un rapport avec ses propres racines. Enfin, il n'y a aucune raison finalement que la société israélienne imite tant qu'elle peut la société américaine. Nous avons nos propres sources, nous avons notre propre identité. Il faudrait que cela se reflète dans l'État
dans l'organisation de l'État, dans la société quand on se promène dans la rue, tout simplement. Voilà. Alors, la troisième partie de notre programme, ça va être ça. Ça va être comment promouvoir le caractère juif de l'État en économie, en éducation, en médecine, en sciences, dans tous les domaines. Voilà. Je ne veux pas m'attarder. Nous avons invité ce soir, pour faire le point, le professeur Shmuel Trigano, qui est professeur des universités. Comme vous le savez, il est sociologue. Il est excellent observateur du monde juif et israélien. Il a écrit, je ne peux pas citer ses livres, il en a écrit beaucoup, mais il en a deux qui vont sortir maintenant et que vous allez voir, l'Odyssée de l'être, n'est-ce pas, sur une métaphysique juive, et puis un nouveau Pardès sur le peuple israélien. Vous voyez qu'il a des préoccupations qui sont différentes, parce que les visages de la société israélienne, oui, c'est un petit peu la sociologie, mais vous voyez qu'il y a toujours une vision qui vient de l'intériorité juive. Et c'est cela qui fait la spécificité de Trigano. C'est pour ça qu'on l'invite souvent, on aime beaucoup l'entendre. Et Shmuel, je te passe la parole. Merci beaucoup, Brigitte, pour toutes ces présentations. Effectivement, je pourrais dire que c'est la question de ma vie. Dès le moment où j'ai fait mon aléa en 1969 et à mon retour en Israël en 2015, c'est le sujet qui m'a préoccupé parce qu'il est né d'une expérience, d'une rencontre de la réalité qui m'a laissé dans un état bizarre quand je suis revenu dans le pays d'Israël, de l'Israël éternel. Il y a un certain nombre de phénomènes, de réalités que je ne comprenais pas, dans la mesure où c'était comme si cet Israël attendu, cet Israël de l'intérieur, était absent au rendez-vous tout en étant là. C'est ça la véritable question. Et en fait, ce problème qui est posé soulève la question de nos perspectives à chacun et les perspectives collectives, parce que chacun a une vision de la réalité qui n'est peut-être pas toute la réalité, mais qui est aussi existentielle et qui est réelle. Et donc, je pense que ce qu'il est très important de faire pour votre cycle de cours, c'est d'abord répondre au besoin urgent de définir le vocabulaire de la chose. À ce niveau-là, en fait, le vocabulaire de la chose nous aide à définir les critères qui font le caractère juif de l'État ou d'un État. C'est ça, en fait, le véritable problème de méthode, on pourrait dire, qui se pose. Et à ce niveau-là, on est confronté à plusieurs duos conceptuels ou duels, si l'on peut dire, par exemple, juif et judaïsme, juif et israélien, État et judaïsme. Alors, face à cette ambivalence structurelle, veut-on une définition normative ou une définition descriptive? La façon dont tu as présenté les choses montre que c'est une définition aussi descriptive. On va le voir pourquoi dans un instant. Pourquoi cette différence entre la description qui se fait du dehors et la norme qui va du dedans vers le dehors? C'est ça, parce que les Juifs, quoi qu'on en pense, quoi qu'il faille, ils existent. Sont-ils l'incarnation du judaïsme? Expriment-ils le judaïsme? Ça suppose qu'on ait une définition préalable. Le judaïsme, ce n'est pas un supermarché où chacun vient prendre des concepts pour agencer une idée, etc. Et puis finalement, tout est juif, tout ce que font les juifs est juif. Alors, moi, je suis pour préserver le critère fondamental, à savoir que le judaïsme, c'est un système d'idées, de dogmes, de croyances, de pensées extrêmement cohérent. Il est cohérent et donc il est analysable sur ce plan-là, alors que la description reflète une vision du dehors, dans une perspective un peu éloignée. Donc, la description
pourrait nous conduire à penser que tout ce que font les Juifs n'est pas nécessairement judaïque, n'exprime pas nécessairement le judaïsme. Il y a les Juifs et le judaïsme qui peuvent converger ou se séparer. Se séparer, deux religions sont nées de notre ventre, si l'on peut dire, mais aussi ça peut être la séparation du conflit permanent, comme on le voit aujourd'hui dans les rues israéliennes. Alors évidemment, quelqu'un qui n'est pas juif, qui nous voit du dehors, met tout ça dans le même paquet. Juif, judaïsme, etc., c'est la même chose. Mais en fait, ce n'est pas cette description que nous voulons retenir pour comprendre justement les critères, les caractéristiques du caractère juif de l'État. Donc, mais quand on choisit la définition normative, celle qui va du dedans vers le dehors, du cerveau vers l'extériorité, on identifie les Juifs au judaïsme comme référence de sens et de contenu. Mais justement, quel judaïsme? Alors là, on est confronté à l'ambivalence de la notion de judaïsme. Le judaïsme, c'est une catégorie générale. Ça peut être une synthèse de plein de choses. On pourrait parler de la civilisation du judaïsme, et encore, ce n'est pas évident pour tout le monde. La culture du judaïsme, qui comprend toutes sortes de dimensions religieuses, anthropologiques, etc. C'est un concept respectable, mais il est purement extérieur en ce sens-là. Alors on peut rechercher un critère de référence beaucoup plus significatif. Qu'est-ce que le judaïsme? Moi, objectivement, je tendrais à répondre spontanément. C'est le judaïsme rabbinique, celui que nous avons hérité de l'histoire, qui a plus ou moins conservé l'héritage de l'histoire, mais qui reste marqué par la période de la Gola, et de façon indélébile, notamment sur le plan politique. Quand on regarde un peu plus près l'histoire du judaïsme, il y a un judaïsme du premier temple, un judaïsme du deuxième temple. Le judaïsme d'Eretz Israël de l'Antiquité ne fut plus celui de Babel. Et c'était imposé par les circonstances, justement, l'ajustement de la nouvelle des Juifs à la nouvelle, et d'ailleurs les Hébreux deviennent des Juifs à ce moment-là, à la nouvelle réalité. Mais si on pousse plus loin l'enquête, il y a le judaïsme moderne, le judaïsme de Napoléon, le judaïsme de la convocation du Grand Sanhédrin en 1807. Et ce judaïsme, en fait, il a survécu d'une façon ou d'une autre. La rabbanout harachite est l'héritière du Sanhédrin. Le nouveau Napoléon, c'était Ben Gurion, en quelque sorte. Donc, si vous voulez, alors il y a, nous l'oublions pas, une judaïcité qui est née au 19e siècle, les ultra-orthodoxes. Ils sont nés en Hongrie, Roumanie. Ils ont inventé une nouvelle forme de judaïsme pour se dissocier justement des juifs libéraux et de la modernité. Ils pensaient que le peuple juif avait disparu, allait disparaître, et qu'il restait les derniers juifs de l'histoire. Donc, en fait, il y a là aussi une multitude de perspectives. Et puis, il y a aussi, j'ai oublié, le reste des synagogues libéraux, conservatives, reconstructionnistes, etc., surtout le phénomène américain. Donc, il y a là une question qui est posée, parce que finalement, il doit bien y avoir quelque chose de commun à toutes ces formes éclatées du judaïsme. Le judaïsme rabbinique étant celui qui se situe justement au centre, je pense à l'orthodoxie moderne, qui se situe au centre de ce spectre de perspectives et d'histoire. Et en fait, c'est lui qui me semble être la référence du judaïsme, même si cette référence est problématique. Par exemple, qu'est-ce qui se cacherait derrière
cette unique référence à toutes les formes de judaïsme. Personnellement, je dois dire, j'ai horreur de mettre judaïsme au pluriel, comme c'est à la mode. Non, le judaïsme est unique et il se diffracte dans différentes expressions et différentes incarnations. Il faut impérativement sauvegarder l'unité conceptuelle de l'édifice du judaïsme. Mais justement, quand on réfléchit à cet édifice indépendamment ou un peu à l'écart de tous les modèles que j'ai évoqués, bien, moi, je suis arrivé à certaines conclusions. J'ai écrit un livre qui s'appelle Politique du judaïsme, dans lequel j'élabore une théorie du peuple juif. Parce que le peuple juif, en fait, c'est le problème derrière cette ambivalence. Le peuple juif vous dit, oui, mais c'est une religion, c'est pas un peuple, c'est ce que nous disent les Palestiniens, vous n'avez droit à aucun État puisque vous n'êtes pas un peuple. Il y a d'ailleurs des juifs qui le prétendent. Mais si vous voulez, je définirais le peuple juif comme un peuple église. Alors, j'ai beaucoup travaillé ces sujets. J'ai un livre, Philosophie de la loi, l'origine de la politique dans la Torah, il y a très longtemps, où j'essaye d'investir toutes les catégories qui définissent le Ham Israël dans la Torah. Parce qu'en fait, je soutiens que tous les différents termes qui le désignent ne sont pas des variations stylistiques, mais désignent des aspects politiques réels. Vous voyez, par exemple, la grande différence entre Ham Israël et Adat Béné Israël. Le Ham Israël, c'est l'être ensemble, une foule en quelque sorte. La Adat Béné Israël, c'est le peuple juif en tant qu'il a été présent à la révélation divine du Sinaï. Et donc, on fait référence à deux réalités différentes. Le Ham Israël, il est soumis à la variation, à la minorité, à la défaillance, à la destruction. La Hadat Ben Israël est éternelle. Elle accompagne le Ham Israël sans être touchée par l'exil, par la destruction, etc. Et donc, en fait, c'est un jeu très profond entre une métaphysique et une dimension politique. Et donc, pourquoi Église? Peuple, on peut le comprendre, mais pourquoi Église? Parce qu'Église désigne le fait que Israël est une communauté de prêtres. Théoriquement, il n'y a pas de médiation entre les Bnei Israël et la divinité, en tout cas au Sinaï. Et cette dimension-là fait que nous n'avons pas besoin, si j'ose dire, de curés pour nous médiatiser avec la divinité. Le rabbin n'est qu'un officier public, en quelque sorte délégué par la communauté. Il n'a pas le pouvoir du curé, par exemple. Je parle du curé non pas par provocation, mais justement parce que l'Église catholique, Église, c'est ecclésia, c'est Knesset, d'accord? Ça vient de Knesset. Et l'Église, en fait, a été une copie du peuple d'Israël, mais une copie dans laquelle il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de génération, pas de mariage. C'est un peuple d'Israël intermédiaire entre les idolâtres, les pays de mission et un groupe qui s'est constitué comme Église. Eh bien, en somme, le peuple d'Israël est aussi une Église. Et le fait qu'il soit une Église ne signifie pas nécessairement qu'il ait un clergé. C'est une Église, c'est le même statut, enfin appelé à être le même statut de peuple, de prêtre et de peuple. Donc il y a derrière tout ça, d'ailleurs, toute une dimension institutionnelle politique qui serait intéressante à analyser. En somme, je dirais que le lien vertical avec la divinité se conjugue à un lien horizontal entre les parties du peuple. Et alors là, je viens au peuple. Car dans le peuple du Sinaï, vous avez le Erev Rav. Le Erev Rav assiste à la révélation divine, c'est-à-dire des non-hébreux. Alors, toute la littérature qui a pu se créer négative, positive ensuite, elle est là. Néanmoins, c'est quelque chose qui nous dit que le peuple juif
c'est une véritable société qui n'est pas une secte ni une caste fermée, etc. Donc il y a une société, mais dans cette société, il y a de tout. C'est le fameux mot du chassidisme, du tzibour, tzadikim, beinonim, rechaim. C'est le tzibour. Et le tzibour, je crois qu'on a perdu cette dimension aujourd'hui dans le judaïsme rabbinique. Le tzibour, il est varié, il est problématique. Et donc, il y a là, si vous voulez, l'idée que finalement, dans le peuple juif, il y a la présence de ce que je définirais comme une cité. Il y a une cité avec une société variée, contradictoire, etc. Un sentiment transcendant d'unité. Et donc, c'est tout ce que l'on appelle un peuple. Alors, il n'est pas sûr que tous les rabbins acceptent cette définition. Qu'il y ait des Réchaïm dans le peuple et qui ne soient pas rejetés, c'est une question très importante qui est posée, justement parce qu'il n'y a pas de peuple sans contradiction interne, sans tension, sans histoire, sans crise, etc. C'est absolument évident. Sinon, ce ne sont plus que des automates qui obéissent à un logiciel. Donc, si vous voulez, il est très important de reconquérir la dimension de peuple. Je vais y revenir dans un instant. Donc, alors maintenant, si vous voulez, qu'en est-il de l'État? Parce qu'en fait, l'idée d'une cité juive, aujourd'hui, s'appuie sur l'idée de l'État. Juste un mot sur la cité juive. Vous avez un modèle sur lequel a beaucoup travaillé tout un courant dont j'étais membre, fondé par le feu Daniel Eleazar, à Massoret, à Politit, à Yehudit. Il y a des livres qui ont été écrits, des colloques, etc. Et c'est le modèle des Shloshet Aktarim, les trois couronnes, que l'on trouve de façon presque incidente, une petite phrase dans les Pirkei Avot, mais qui est une grandiose théorie politique, à savoir qu'il y a trois couronnes: la couronne de la royauté, qui est le pouvoir civil politique, la couronne de la Keuna, le sacerdoce, c'est pas la religion, et la couronne de la Torah, qui est, dans l'Antiquité, le prophète, si vous voulez. Et alors, je ne vais pas exposer cette conception tout à fait fondée, tout à fait construite, et c'est pas n'importe quoi. Mais comment certains ne la voient-ils pas? Parce qu'en fait, ils n'imaginent même pas qu'il y a une cité hébraïque. C'est ça le problème. Ils n'ont pas les yeux pour voir et repérer ce qui se dit dans ces textes-là. C'est vrai, il n'y a pas de traité de politique judaïque. Ça n'existe pas. Peut-être Maïmonide, on le cherche à ce niveau-là, mais ça n'existe pas encore. Et je pense que c'est un futur de la créativité juive qui se tient ici. Donc, quand on parle d'État, de quoi parle-t-on? On parle d'une forme de pouvoir qui est née au XVIIe siècle. Avant, il n'y en a pas. Vous avez des monarchies, des empires, etc., mais pas des États. Parce que l'État se confond avec la notion d'État de droit. Il peut y avoir une royauté, mais si vous voulez, le roi ne représente que la justice. Je ne vais pas rentrer non plus dans tous ces détails, mais disons que à partir du XVIIe siècle et au sortir des guerres de religion qui ont détruit l'Europe pendant la guerre de 100 ans, il y a le traité de Westphalie décrète que la religion d'un État, c'est la religion de son gouvernant, de son roi, de son prince, de son électeur, etc. Et à partir de cette définition, il y a une réorganisation de toute l'Europe, et c'est le début de l'État-nation, ce qu'on appelle État-nation. Un État, en fait, c'est un pouvoir qui détient le monopole de la coercition sur un territoire donné. Donc, par exemple, en Israël, seul le pouvoir israélien a le droit d'utiliser la force. Les autres, pas du tout. Aucun autre
aucun autre clan, aucune autre société, aucun autre parti. L'État détient le monopole du pouvoir sur un territoire défini. Le territoire est capital. Il y a des frontières. Le peuple qui est soumis à ce type de pouvoir s'appelle une nation. La nation se caractérise par un modèle de référence unique. Elle ne souffre pas l'existence de pouvoirs secondaires ou d'identités secondaires. Alors, ce que je viens de vous dire est énorme. Par exemple, dans la France d'un temps qui n'est plus celle d'aujourd'hui, la seule référence, c'est la République. Vous avez beau monter, descendre, c'est la République. Les Juifs ont eu du mal à créer une communauté juive. Elle n'était pas légitime. Et elle n'est toujours pas légitime, elle est encore moins légitime avec le problème de la minorité puissante musulmane. Et donc, si vous voulez, c'est capital que le modèle soit unique. Et c'est un des problèmes d'Israël, justement, à ce niveau-là. Dans cette perspective, donc, on peut distinguer entre nation et peuple. Alors, je dirais que les Israéliens sont la nation qui se définit par son allégeance à un État d'Israël. Donc, tous les Israéliens se réfèrent à l'État d'Israël et l'État d'Israël a le monopole de la coercition sur son territoire et la nation doit se reconnaître justement dans ce qu'il y a de commun entre tous les citoyens, qui est un des problèmes posés notamment dans la théorie démocratique. En ce sens, les Juifs d'Israël se distinguent des Juifs du peuple juif, car dans le peuple juif, vous avez des membres d'autres nationalités et d'autres États, des Français, des Américains, des Anglais, des Italiens, etc. Vous ne pouvez pas les inscrire parmi les Israéliens sur le plan de la formalité politique. Je ne parle pas ici du symbole, etc. Par exemple, la loi du retour est capitale. La loi du retour dans la pseudo-constitution israélienne, c'est justement la sauvegarde du principe de la transcendance de la citoyenneté du pays, qui est non reconnue par les post-sionistes, etc. Mais si vous voulez, il faut bien comprendre la chose, c'est que tout juif peut être potentiellement un citoyen israélien, mais il ne l'est pas tant qu'il ne fait pas cette démarche. Et cela est dû au fait à la nécessité, aux nécessités de l'État-nation. Je ne peux pas, en France, être joué sur deux États différents. Je suis évidemment, si j'ai la double nationalité, dans chaque État, je suis chez moi, mais dans chaque État, je dois respecter l'intégrité de l'État dans lequel je me trouve. C'est le principe. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce que les Juifs n'ont pas pu trouver leur État dans l'émancipation, que le sionisme a été fondé. Et ce n'est pas un hasard qu'il ait été fondé à Paris, où la conscience de l'État-nation a été quelque chose d'extrêmement fort avec l'idée républicaine. Donc, je dirais d'une façon peut-être provocative que le peuple juif est plus grand que la nation israélienne, c'est-à-dire d'un statut plus grand que la nation israélienne, même si les deux sont censés converger. C'est ça l'enjeu et la question. Mais le problème, pour le dire en d'autres termes, le problème le plus concret qui se pose à ce propos, c'est le fait qu'il y a en Israël environ 30% de la nation israélienne qui récuse la nation israélienne et la légitimité de l'État d'Israël. Et donc, c'est un problème, c'est une crise considérable. En France, ça aurait été inacceptable, mais on voit qu'aujourd'hui, avec la loi de séparatisme, c'est très flou. Mais en France, ça aurait été absolument inacceptable. Il faut choisir d'être en France ou en Algérie. Et donc, si vous voulez, le problème ici est un problème d'ailleurs international, surtout dans les États post-modernes. Mais il y a un autre problème qui, d'une certaine façon, autorise celui-là et dont on voit
les développements aujourd'hui, la sécession de la communauté Haredi et ultra-orthodoxe, ce à quoi on assiste dans les rues aujourd'hui, le refus d'obtempérer et d'obéir aux directives du gouvernement est une forme de rébellion. Alors, elle se déroule dans plusieurs endroits, mais c'est quelque chose qui doit être défini pour ce qu'il est. Et donc, en fait, la véritable question ici, c'est en fait, c'est aussi une minorité dans la société israélienne, dans la nation israélienne. D'ailleurs, la question est plus vaste, comme on a essayé de le montrer dans le numéro spécial de Pardes sur le peuple israélien. La réalité des migzarim, des secteurs, à mon sens, évidemment, ça montre le multiculturalisme d'Israël, etc., mais c'est une catastrophe sur le plan de la nation, et donc, et même sur le plan du peuple juif. Imaginez, par exemple, un juif qui fait son aliyah. La question n'est plus comme avant de se fondre dans l'israélianité, qui était d'ailleurs problématique, celle de Ben Gurion, c'est de savoir à quel mixar je vais appartenir. Mais j'appartiens à aucun mixar en arrivant en Israël. J'arrive dans la conscience élevée du peuple juif, d'une intériorité, etc., qui ne se trouve pas, en quelque sorte, dans la mesure où elle se décline dans différents secteurs, mixarim. Donc, c'est un problème qui concerne aussi la réalité d'Israël aujourd'hui. Alors, pourrait-on parler de nation juive? On a dit qu'on parle de nation israélienne. Pourrait-on parler de nation juive? Pour parler de nation juive, plutôt qu'israélienne, il faudrait que l'État soit juif. Mais en quoi l'État... Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. En quoi l'État d'Israël représente le judaïsme? La révélation sinaïtique, l'ensemble de toute l'histoire. Cela supposerait qu'il y a une cité juive, ou moi ce que je préfère dénommer une cité hébraïque. Il y a donc du politique dans le judaïsme, mais de quelle politique? De quoi s'agit-il? Et c'est là la défaillance. Nous ne le savons pas à ce jour. La pensée ne s'est pas suffisamment développée sur cette question-là. Et comme le dit parfaitement Brigitte, c'est capital, il ne s'agit pas de l'État halakha. Et la halakha elle-même, est-elle capable de gérer un État, un marché économique, une guerre internationale, etc.? Je crois que non, hélas, au vu de la réalité. Et elle ne peut pas justement, parce que chez Napoléon, elle a renoncé à la dimension civile et politique du judaïsme pour ne garder que la dimension religieuse. Et elle a renoncé, les Juifs ont renoncé à la catégorie de peuple juif pour pouvoir devenir des citoyens des États-nations occidentaux et même d'Israël, en quelque sorte. Donc, si vous voulez, la question n'est pas simple comme on le croit. Il n'y a pas un livre qu'on tire de l'étagère et dit voilà ce que c'est. Et puis même, le fait de chercher aujourd'hui dans ce sens-là suppose un réinvestissement de la théorie politique moderne, car la démocratie n'est pas mieux lotie. Elle est défaillante en de nombreux points, notamment elle est défaillante sur le plan de l'identité collective, comme on y assiste aujourd'hui. C'est une solution qui n'a jamais été résolue. De même, le contrat social, c'est un mythe quasi transcendant qui ne s'est jamais passé dans la réalité, etc. Donc, en fait, si vous voulez, toute entreprise juive de repenser le politique oblige à repenser la politique moderne. Et c'est dans ce sens-là que ça a un sens. Il ne s'agit pas, comme dans ce débat pitoyable en Israël, démocratie démocratique et juive, c'est vraiment pitoyable. Il ne s'agit pas de savoir ce qui, dans le judaïsme, favorise la démocratie, etc. Mais pas du tout, c'est certainement pas ça. C'est bien plus vaste que ça, c'est un véritable chantier qui s'ouvre et on pourrait imaginer que ce qui se découvrira en Israël influence le monde entier, le monde démocratique. N'oublions pas quelque chose de très important. Le fondement de la théorie politique de l'Occident comme de l'Orient vient d'Israël. Le fondement de l'État moderne vient d'Israël via le protestantisme, etc. Et
j'ai défini la chose dans un autre livre, justement, Le judaïsme et l'esprit du monde, qui montre comment la théorie de l'empire chrétien ou la théorie du califat, comme la théorie de l'État-nation, en fait, sont inspirées de l'univers biblique. Et donc, l'univers biblique est encore porteur d'une révolution politique pour ceux qui sont capables justement de le lire et d'avoir l'audace de le découvrir. Donc, si vous voulez, je crois que là, ici, on est confronté à un problème qui est celui aussi du judaïsme rabbinique, qui a été l'ajustement du judaïsme à la condition de Gola, c'est-à-dire de soumission politique, de dépendance politique, mais qui a du mal à se reconstituer comme la dimension de la souveraineté. C'est la souveraineté que le judaïsme rabbinique a du mal à penser aujourd'hui, justement. Il y a la théorie des trois serments, etc. Derrière, il y a toute une histoire dans laquelle je ne veux pas rentrer, mais qui est un problème, notamment par rapport à la réalité à laquelle on doit faire face. Donc voilà, quand je fais cette étude de vocabulaire et de philosophie également, parce que les choses ne vont pas de soi, personne ne comprend rien, c'est beaucoup de méli-mélo à tous les niveaux, et puis on discute sur des bases qui ne sont pas exactes. Mais si vous voulez, une fois qu'on a soulevé ces questions méthodologiques, on est bien forcé de constater quelque chose d'évident. Aux yeux du monde, Israël est vu comme un État juif, qu'on l'aime ou qu'on le haïsse. C'est le seul État qui se recommande du nom d'Israël, des idées des prophètes, du rocher d'Israël, comme dans la déclaration d'indépendance que tu as évoquée. C'est le seul État où il y a une controverse sur le judaïsme et l'État, le seul État où réside plus de la moitié du peuple juif, le seul État où les 3/4 des enfants juifs du monde naissent. Dans 50 ans, la majorité du peuple juif est israélienne, spontanément israélienne. Le seul État où on a assisté à la renaissance de l'hébreu. Le seul État où Jérusalem est la capitale d'un peuple qui se dit juif. Le seul État où des juifs de plus de 120 pays se sont retrouvés et réunis, et où les deux grands ensembles du monde juif, Ashkénaze et séfarade, se sont rencontrés pour la première fois. C'est un événement considérable sur le plan mystique, parce que Ashkénaze et séfarade, ce n'est pas simplement de la sociologie, il y a une dimension mystique, une dimension que les gens ne perçoivent plus, mais la rencontre de ces deux ensembles est quelque chose de monumental, malheureusement pas vécu au niveau qu'il faudrait à tous les niveaux. Bien, donc, si vous voulez, avec tout ça, le caractère juif de l'État ne peut pas être nié. Ce serait quelque chose d'invraisemblable ou d'absurde. Et pourtant, quelque chose manque. C'est ça qui est le problème. Manque et déçoit, justement. Déçoit pas les Israéliens parce qu'ils sont nés là-dedans, mais déçoit celui qui vient du dehors, justement pour une raison logique, une raison très pensée, très rationnelle. Et là, c'est là que commencent les tribulations, si l'on peut dire, entre l'attente intérieure et la réalité extérieure. Parce qu'il y a un mélange tout à fait étonnant, à la fois une résurgence miraculeuse, physique, terrienne, linguistique à tous les niveaux, et en même temps, le sentiment d'un décalage, d'un manque de référence, de quelque chose d'absent. Alors, c'est peut-être l'absence de la présence divine, mais l'absence, elle se décline aussi dans des termes sociologiques, politiques et historiques. On n'a pas trouvé en Israël la clé de l'intégration de, si vous permettez, l'ancien régime et de la révolution. L'ancien régime, c'est le judaïsme. La révolution, c'est le sionisme politique. C'est-à-dire cette clé, parce qu'il est évident que le sionisme politique, même s'il recherche la normalité, il s'appuie nécessairement sur le peuple juif, sur le judaïsme, qu'il le veuille ou pas,
Et donc, il y a là un problème qui fait que, qui se ressent dans la culture commune, dans la civilisation israélienne. Bien sûr, il y a l'invasion des modèles américains, etc., qui a été évoquée, mais il y a surtout aussi une sorte de, comment dire, de décalage intérieur. Alors, moi, j'ai essayé de, vous savez, je peux dire que tout ce que j'ai écrit cherche à répondre à ces questions, parce que ce sont des questions existentielles absolument vitales. C'est pas possible de, on ne vient pas en Israël pour s'allonger sur la plage, même si on peut le faire en passant, mais enfin, alors c'est un des risques justement de la modernisation, cet effritement général de consumérisme, etc. Ça existe dans la société israélienne. Mais je ferai référence à des choses plus profondes, comme la culture instituée, la culture de l'université. J'ai écrit récemment un article très critique de l'université hébraïque dont j'ai été l'étudiant. En quoi est-elle hébraïque et en quoi est-elle de Jérusalem? Son modèle, c'est Harvard. C'est un très beau modèle, mais ce n'est pas suffisant. À côté de l'excellence scientifique, il y a toute une culture à produire. Qu'est-ce qu'on a fait du texte biblique? Ben, pas grand-chose, justement, alors que c'était un monument. Ça aurait dû être un monument de l'éducation, mais on n'a pas su comment le gérer en dehors de la gestion rabbinique et du commentaire. Or, il y a toutes sortes de possibilités, justement, pour en faire une dimension partagée par l'ensemble des Israéliens, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient laïcs. C'est ça, la dimension nationale, si vous voulez. Donc, le plan de l'histoire juive est catastrophique. Je m'étais penché sur des manuels des lycées israéliens. L'élève qui ressort de ça, il ne comprend rien à ce qui lui arrive, à ce qui arrive à l'État d'Israël, qu'est-ce qu'on lui veut, pourquoi on lui en veut, quel est cet héritage, etc. C'est quelque chose de problématique, vraiment problématique. Par exemple, sur le plan de la cité hébraïque, il y a un livre du Mamlarti, du réseau national laïque. La vie commence avec Athènes, Sparte, Rome. 70 pages plus loin, on parle de Jérusalem et mal, du Sanhédrin comme un centre purement religieux, etc., pas politique, etc. Donc, si vous voulez, dans la transmission elle-même, on ne transmet pas la clé qui permet de comprendre. Alors, vous me direz, sur le plan du manuel d'histoire, les historiens postmodernistes sont passés par là. Ils ont tout détruit. Shuli Tamir, par exemple, qui fut ministre de l'Éducation, elle assumait totalement le postmodernisme et donc la destruction d'un récit national. Donc, c'était une entreprise menée systématiquement à une certaine époque, mais même depuis le début. Quand Ben Gurion s'est rendu compte de la chose, il a institué des cours de conscience juive. C'est stupéfiant. Ça veut dire que la conscience, elle est à l'écart de l'essentiel de la culture, de la société, etc. Et c'est un aveu d'échec gigantesque, parce que les cours de la conscience juive, c'est comme des cours de catéchisme. Ça n'intéresse personne. Et donc, si vous voulez, ici, il y a une défaillance, je dirais, de la politique du sionisme politique. Il faut reconnaître cette défaillance. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi et comment la chose était possible. Mon enquête m'a ramené jusqu'au moment de l'émancipation des Juifs en France. Les Juifs entrent en démocratie à condition de renoncer et d'être un peuple, à titre d'individu et pas de peuple, à titre d'humain et pas de Juifs. Bon, ce qui reste, hélas, il a fini à Auschwitz. Parce que justement, le peuple juif s'est vu dénier tout droit d'exister, et de toute façon, il y avait un problème à exister puisqu'il était en Europe et pas en Eretz Israël. Et donc, si vous voulez, le problème, et là, Herzl a compris rapidement que la question n'était pas une question humanitaire, mais une question politique. Il fallait que les Juifs érigent leur propre État
pour exister dans le concert des nations démocratiques. Le problème, c'est que le peuple juif est resté dans la galoute de la modernité. Et ce qui s'est constitué, c'est une nation israélienne. Aujourd'hui, et c'est un progrès gigantesque, la question du peuple juif se pose dans la question israélienne, dans la nation israélienne. Je dirais, de façon peut-être provocative, il y a aujourd'hui une question juive. C'est quelle est la place du judaïsme dans l'État d'Israël? Il n'y a pas de réponse pour l'instant, mais c'est une époque qui commence et je suis persuadé que nous irons vers un deuxième âge du sionisme et un deuxième âge du judaïsme, justement, qui naîtrait du fait de se retrouver, d'avoir retouché terre, de se retrouver en Eretz Israël. Et donc, parce que ce sont des questions qu'on ne peut se poser que dans ce cadre-là. Aucune raison, ou alors en se mentant à soi-même, de se les poser en France ou ailleurs. Peut-être qu'en France, le vocabulaire est le plus clair pour poser cette question. Aux États-Unis, on ne comprend rien. Les Juifs d'Europe centrale sont rentrés aux États-Unis du ghetto à la citoyenneté, sans passer par la case émancipation. Et donc, ils ne comprennent rien aux enjeux de l'histoire juive moderne à ce niveau-là. Et donc, il y aura un deuxième âge du judaïsme rabbinique qui me semble devoir retrouver cette puissance de penser le politique, la société, la civilité, et pas simplement les coutumes, la vie juive enfermée dans des ghettos ou dans des quartiers, etc. C'est une dimension morphologique, structurelle, qui oblige à une créativité sous peine de disparaître. Parce que si effectivement le judaïsme ne peut pas répondre aux défis du temps présent, ben on ira chercher ailleurs. Et c'est ça, si vous voulez, le véritable problème qui est posé. Alors, le débat, pour terminer, le débat est-il un débat entre normalité et judéité? Alors, vous avez peut-être vu mon livre à Medina Yehudit, mais vers la Normaniout. Le titre lui-même est significatif, par-delà la normalité. Il ne s'agit pas de remettre en question ce que le sionisme politique a accompli et qui est considérable, qui est vraiment considérable, et que le judaïsme rabbinique a été incapable d'accomplir. Ça aussi, c'est la dimension capitale de la réalité stratégique dans laquelle nous nous trouvons. Donc, il s'agit de penser la normalité est un acquis, mais il s'agit de rajouter un étage au bâtiment, si l'on peut dire, c'est-à-dire de penser encore plus large, justement pour penser la judéité éventuelle d'une société, d'un État, etc. Cependant, je voudrais rajouter quelque chose qui me semble très important dans la politique du judaïsme. Je dirais que le judaïsme ne peut pas se réaliser dans un État, une forme d'État, c'est-à-dire une institution, un pouvoir. Le judaïsme est bien plus grand qu'un État. Et j'affirme cette chose-là, c'est-à-dire, je dirais autrement, le judaïsme ne pourra jamais être totalement naturalisé, c'est-à-dire réduit à un phénomène de la nature, à une immanence, si vous voulez. Je ne dirai jamais que le judaïsme se réalise dans l'État d'Israël. C'est catastrophique. Il doit y avoir un ciel au-dessus. Et si vous voulez, il y a un problème considérable dans la définition d'un peuple juif. C'est un peuple que les textes définissent comme un peuple théophore, qui porte la divinité. Avec cette fameuse parole qui est incompréhensible, où Dieu dit « Je résiderai au sein des enfants d'Israël ». Comment la transcendance, l'infini, peut-il résider dans la finitude d'un petit peuple de rien du tout, d'une cité, d'un temple, etc. C'est une question gigantesque.
Et donc, en fait, quand nous sommes dans le peuple juif, il n'y a pas que nous. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a une autre dimension, une autre présence. Comment vit-on avec elle? C'est ça la question. Mais en fait, la question, elle est partagée par tous les peuples, parce qu'il est évident, en tout cas pour un sociologue de la politique et de la modernité, qu'il n'y a aucun peuple sans transcendance. Elles sont fabriquées, elles sont inventées, mais c'est une transcendance. Et donc le problème, c'est comment vivre avec cette dimension-là que la doctrine démocratique a été incapable de penser au point que le problème s'est manifesté de façon explosive avec le nationalisme. Le nationalisme, c'est la défaillance de la démocratie, mais dont elle est responsable à ce niveau-là, parce qu'il est clair qu'il n'y a pas d'État sans un peuple et sans une identité collective. Donc, si vous voulez, notre problème est spécifique, mais du comme si, du kélou, si les démocraties, avec tout ce conflit entre la nouvelle gauche et ceux qu'on appelle les conservateurs. Mais ça me semble un très mauvais terme à ce niveau-là. Donc, je conclurai en disant que la résurgence du peuple juif en Eretz Israël, qui est une vérité concrète, impulse l'urgence d'une nouvelle créativité qui nécessite beaucoup d'audace et beaucoup de travail, parce que c'est aussi un travail du texte, d'interprétation, de nouvelles interprétations, de formation à d'autres disciplines qu'on a négligées dans le cursus judaïque. Vous ne retrouverez cette discipline ni à l'université, ni à la yeshiva. Pas du tout. On n'entend jamais parler de ça. C'était la raison pour laquelle je m'étais inscrit à l'université hébraïque. Je m'étais inscrit en philosophie juive et Kabbale, c'était le nom de Marchevet Israël, et en sciences politiques, parce que je voulais savoir ce qu'était un État juif. Pauvre de moi, car ni ici ni là, je n'ai jamais rien entendu. Et j'ai compris que c'était un domaine à créer et que la créativité pouvait tout à fait être légitime aujourd'hui. Je crois que ça aussi, c'est un autre combat. Voilà ce que je dirais comme préalable aux questions que vous soulevez, qui sont des questions capitales, me semble-t-il. Je suis persuadé que les Juifs de France ont quelque chose à contribuer. C'est d'ailleurs pour ça qu'en arrivant en Israël, j'ai créé avec Max Benamou Dialogia, comme un pont intellectuel entre la France et Israël. Et cette idée que fédérer des forces justement à ce niveau-là, dans cette optique, il ne s'agit pas, si vous voulez, la notion de clitat n'existe plus. Intégration à quoi? À quel Israël? À quel Migzar? À quel... Et donc, le Lechadash qui arrive en Israël découvre quelque chose à laquelle il ne s'attend pas et il a du mal à s'y confronter. Mais ce malaise ou cette question sont justifiés. C'est vraiment la base d'une réflexion, d'un cheminement, d'un travail très exigeant, mais qui peuvent et qui doivent être faits. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de productivité et de réflexion sur un tel sujet. Merci beaucoup au professeur Shmuel Trigano. Il y a eu beaucoup de réactions des participants par chat. C'est le moment maintenant de poser vos questions ou par chat ou d'ouvrir vos micros, chers amis. Voilà, à partir de maintenant, vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro et de poser vos questions. Ouais, je suis toujours fasciné par ce que tu racontes. Vraiment, c'est un conteur. Mais il y a un problème là. Il y a une dimension qui s'appelle le génie d'Israël. Netzar Israël Lo Yishaker. Et nous l'avons vu dans la première phase du challenge que nous avons eu lorsque nous sommes rentrés avec Yehoshua. Ça nous a pris 5 siècles pour arriver à Shmuel, à David,
et au Beth Amikdash. Et ça a été une entreprise. Oui. Et nous recommençons cette fois-ci le même challenge, mais avec 2000 années de galoute qui nous ont serrés comme un ressort. Et nous sommes, malgré toutes les contradictions, malgré tous les écueils que nous vivons, au contraire, tous ces écueils, tous ces écueils-là sont des manières pour nous rendre encore plus forts, pour arriver peut-être plus vite encore que nous l'avons fait dans le premier challenge. Parce que, quoi qu'il en soit, notre défi, c'est d'arriver, comme David Ameller, à construire la maison pour laquelle Akadosh Baruch Hu va résider sur terre. C'est toute cette raison pour laquelle on est venu sur terre, c'est en Israël. Ce n'est pas d'autre raison. On n'est pas venu pour créer un État avec un drapeau, avec une armée, etc. C'est l'high-tech. On est venu pour donner une place à Akadosh Baruch Hu sur cette terre-là. Et si on n'arrive pas, de toute façon, on y arrivera quoi qu'il en soit. Parce que lui-même est aussi concerné que nous. Et s'il voit qu'on échoue, il mettra de la vapeur pour qu'on réussisse encore plus. Donc, je n'ai aucune inquiétude. Je ne partage aucune inquiétude dans cette histoire. Bon, c'est le jugement de la foi, et il est tout à fait respectable. Évidemment, nous conservons cette foi. Mais le Netzach Israël, c'est justement le terme que j'emploie pour définir ce qui manque, justement ce lien au Netzach Israël. Mais il y a une image terrible qui hante, que vous connaissez, lorsque Moshe Dayan arrive devant le Kotel. Que va-t-on faire de tout ce Vatican? Et qu'à la suite, il va remettre les clés de Harabat au Waqf, décret un lieu religieux pour les musulmans, alors que le Kotel est historique. Tout est dans cette image terrible, où il y a une défaillance d'Israël, de l'Israël éternel, devant la réalité elle-même qui saute aux yeux. Et ça, c'est très fort. Et alors, je rajouterai que le Parti national religieux au pouvoir alors a donné son aval à ce partage-là. Voilà, et c'est là où la question se pose, est-ce que les Juifs sont présents au rendez-vous de l'histoire éternelle d'Israël ou pas? Alors, concrètement, oui, nous sommes présents, mais comment cette présence devient-elle simplement celle de la foi attente? Je n'appelle pas nécessairement un activisme. Je pense que la question est fondamentalement culturelle. Elle doit se jouer dans l'arène culturelle et c'est là où on rencontrera les opinions les plus divergentes. Certainement, certainement. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Elle a mis son micro. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce magnifique exposé. Je voulais vous demander quelles sont, en Israël, quelles sont pour vous les forces, ou si elles existent, qui sont aujourd'hui capables de construire et de faire face à ce nouveau challenge et de construire cette nouvelle réalité? Je serais porté spontanément à parler du milieu du sionisme religieux, mais après expérience, je suis un peu aussi perplexe, parce que, si vous voulez, le sionisme religieux, finalement, je vais être un peu sévère, il a rafistolé le sionisme. Or, il s'agit de le penser à nouveau frais. Les sionistes religieux ont pris le train du sionisme en cours de route. Or, il faut monter à la gare de départ, si l'on peut dire, et repenser l'ensemble. Il ne s'agit pas de faire des corrections secondaires, etc., mais repenser du fond l'ensemble. Et là, j'en vois pas, alors que c'est un milieu extrêmement actif et productif, je ne vois pas le début de cette démarche à ce niveau-là. Alors, par ailleurs, moi, je suis de ceux qui pensent surtout au futur.
c'est-à-dire qu'il y a lieu de créer, d'éduquer un nouveau leadership. Le nouveau leadership, il doit être nourri à la fois au texte du judaïsme et notamment à une nouvelle interprétation de la condition politique, de la politique de la Torah, et deuxièmement, à la formation aux disciplines modernes, des sciences sociales, de l'économie, de la politique, etc. Parce qu'en fait, nous avons besoin d'une conceptualisation pour pouvoir nous confronter aux débats contemporains, qui ne sont pas des débats d'hier, mais contemporains. Par exemple, bien recherche sur les mitzvot de la terre et quel est le statut de la terre à travers les mitzvot de la terre. C'est un sujet extraordinaire et passionnant. Si on le lit avec des yeux modernes, qu'est-ce que ça donne? Comment le comprend-on? Voilà par exemple une question très concrète. Et donc, c'est parce que c'est toute une vision de l'existence humaine qui transparaît. Il y a une dimension anthropologique également dans ce texte-là, dans ces textes-là. Et donc, je pense que former, voilà, j'avais justement pour répondre à Alex, je termine mon livre L'État juif, par-delà la normalité, avec une proposition de créer les Bnei Yehoshua, c'est-à-dire une sorte de... J'ai même avancé l'idée qui est problématique. Il faudrait créer un ordre dans la société juive et israélienne, c'est-à-dire qu'ils prennent en charge des formations, une action, etc., pour inscrire dans le paysage collectif toutes ces dimensions qui en sont absentes. Et donc les Bnei Yehoshua, vous savez que par exemple Ahadam avait créé les Bnei Moshe, un groupe limité où on réfléchissait au futur État d'Israël. Quand j'ai appelé ça les Bnei Yehoshua, c'est justement la sagesse de l'entrée en terre d'Israël, qui n'est plus la sagesse du désert. Et donc, c'est ça le véritable enjeu contemporain. Vous permettez une question? Allô? Allez-y, Nissim, on vous écoute, Nissim. Oui. Professeur Shmuel, vous avez parlé d'une conscience juive. C'est fascinant, le manque de conscience juive. La conscience juive, c'est quelque chose qui nous accompagne nuit et jour. C'est un mode de vie. Et la base du judaïsme, sous toutes ses formes, c'est l'amour de l'autre, l'amour du prochain. Et une suggestion serait peut-être d'approfondir, d'élargir l'étude d'Emmanuel Lévinas, la figure de l'autre. Or, j'ai passé en Israël plusieurs fois, j'ai très peu rencontré des gens qui étudient Lévinas, qui savent ce qui est Lévinas. Or, je crois que si les yeshivot d'aujourd'hui enseignent l'idée de la philosophie de Lévinas, même pas seulement les yeshivot, des institutions pas nécessairement religieuses, mais je crois que c'est le cœur du judaïsme, l'autre, la figure de l'autre, n'est-ce pas? Sans cette conscience de la figure de l'autre, c'est une perte de temps. Les fondements du judaïsme, c'est reconnaître l'existence de l'autre. Nissim, quelle est votre question? Je vous arrête parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, quelle est votre question? C'est de propager l'étude de Lévinas, des études fondées, des instituts pour les... Monsieur Trigano, vous voulez réagir? Bon, Lévinas est un grand penseur. Je ne suis pas sûr qu'il ait quelque chose à nous apprendre pour la souveraineté.
il vit dans un univers apolitique. Et la question de l'autre, oui, mais il y a aussi l'autre divin, qui est la question qui se pose ici. Mais la traduction de la pensée de Lévinas à laquelle on a assisté notamment en Europe, aux États-Unis, me semble éminemment problématique. Je pense d'ailleurs qu'elle trahit Lévinas. Mais si vous voulez, la question de l'autre, elle est tout à fait réelle, mais elle ne doit pas être abordée sous la forme du sacrifice de soi. Et je crois que là, le problème qui se pose est le problème de la politique. La politique, c'est justement une dimension qui se situe dans une arène de force. Et c'est ça qu'il faut assumer quand on est un État. Les Juifs de la diaspora n'ont pas à l'assumer, c'est plus facile, mais il y a ici un problème, à mon sens, qui se pose. Ceci dit, bien sûr, étudier Lévinas, c'est un très grand penseur, comme bien d'autres penseurs. J'aurais voulu poser une question. Quand vous parliez du judaïsme rabbinique, alors vous preniez toujours l'exemple de la France, du Sanhédrin, etc. Mais ça, c'est une partie. Tout ce qui était dans l'Europe de l'Est, ce n'était pas du tout comme ça. Et c'est de là-bas qu'est issu finalement le sionisme et les grandes yeshivot. Et ce n'est pas du tout sur le modèle de ce judaïsme rabbinique où la nation n'existe plus, etc., qui était le cas de la France à cause de Napoléon. Mais Napoléon a envahi l'Europe et le Moyen-Orient, je ne sais pas si vous en rendez compte. Et avec lui, il a introduit ces modèles en Allemagne, en Italie, en Belgique, etc. Et je soutiens l'idée que le grand rabbinat est l'héritier du grand Sanhédrin, parce que c'est justement cette forme-là qui a été acclimatée dans l'État d'Israël. Il y a quand même, si vous voulez, sur le plan de la halakha, il y a un problème historique qui se pose. Le Sanhédrin, qui est une institution respectable. Tous les rabbins les plus importants, le grand rabbin qui le présidait, etc., étaient des autorités incontestables à ce niveau-là. Et le fait qu'elles aient renoncé à des dimensions du Shulchan Aruch, toutes sortes d'autres dispositions, etc., est un héritage de l'histoire. Donc, on ne peut pas ignorer le fait, on ne peut pas recommencer comme avant, comme si rien ne s'était passé. Il faut réfléchir à cette question, à cet enjeu, et on a la chance que cette réflexion puisse se dérouler en Israël, où il existe un État juif, où il est légitime de développer une telle réflexion. Voilà, donc le modèle napoléonien est un modèle dans le vieux monde, pas aux États-Unis, qui s'est généralisé et qui a été adopté à travers transformation partout. Et le dernier en date, c'est le grand rabbinat ben-gourionien. Donc là, je pense que je ne pense pas que le judaïsme rabbinique ait été sauvegardé ailleurs véritablement. Parce qu'en fait, les Juifs se sont retrouvés dans des États-nations et ils ont adopté les mêmes modèles que la France. Et bon, voilà le problème tel qu'il est. Vous pensez que c'était aussi en Russie ou en Pologne? Alors, plus ou moins, oui, parce que là, oui, alors vous avez raison. Ceux qui ont répondu au sionisme, c'est les Juifs périphériques. Les Juifs d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, de Pologne, d'Europe centrale, etc. Ce n'est pas les Juifs citoyens des États d'Europe de l'Ouest. C'est exact à ce niveau-là. Mais ça, c'est un des paradoxes du sionisme, qu'il a été pensé dans cet univers-là et il a été entendu dans un autre univers. Et les deux font système, si l'on peut dire. Il n'aurait pas pu être pensé dans le monde polonais ou ailleurs. Impossible. Voilà. Donc, mais je pense qu'il y a un héritage napoléonien qui a marqué la halakha, le monde de la halakha et le rabbinat. Et plus ou moins, entre nous, le rabbinat israélien s'est glissé dans les mêmes modalités. Sauf que la seule différence en Israël, c'est que le rabbinat maîtrise l'état civil, comme pour les musulmans ou les chrétiens.
Ça, c'est pas du tout napoléonien. Mais c'est turc. C'est la Turquie et c'est le monde arabe où les religions minoritaires étaient considérées comme des congrégations religieuses. Et donc, si vous voulez, c'est ça l'héritage qui fait que le rabbinat israélien maîtrise le... Mais ça pose un problème à toutes sortes de niveaux, mais ce n'est pas notre problème. En tout cas, voilà quelques éléments. À ce propos, j'ai une question. Comment penser la place la place des minorités, justement, dans cet État juif que vous décrivez? C'est une grande question. C'est justement cette question qu'il s'agit de poser, parce que toutes les variations auxquelles j'ai contribué, j'ai organisé 2-3 colloques sur le Ger Toshav, etc. Bon, c'est bien beau, mais comment ça se traduit dans des termes contemporains, dans des termes modernes, démocratiques, etc. C'est un véritable problème qui est... Et en plus, si vous voulez, la question, c'est est-ce que les lois de Noé apportent quelque chose de nouveau par rapport à la déclaration des droits de l'homme et quoi? Donc là, il y a voilà, des questions, par exemple, qui réactualisent des idées fondamentales. Bon, moi, j'ai toute une interprétation de la Gerut Toshvut, c'est-à-dire, je crois que le Ger Toshav, en fait, c'est le modèle du citoyen. Alors, c'est toute une histoire parce que le Ger fait référence logiquement à quelqu'un d'étranger, bien que le verbe lagour signifie habiter. Et le Toshav, c'est celui qui est installé. Quand Abraham dit aux Cananéens, Ani ger vetoshav itrem, ok, et il est dit dans le Lévitique, vous serez avec, c'est Dieu qui parle, et toshavim, c'est-à-dire que être avec Dieu, c'est être étranger dans la naturalité. Et donc c'est la forme de l'habitation, la gour, la forme de l'habitation en Eretz Israël, c'est-à-dire on ne fait pas corps avec la terre, on ne s'enracine pas, on l'habite, on l'occupe, etc. Mais on ne s'identifie pas dans la mesure où il y a quelque chose qui se rebelle en nous, à savoir l'héritage du nom divin. Donc il y a là un domaine gigantesque qui s'ouvre et qui peut nous aider aussi à repenser la citoyenneté, le rapport entre les identités dans la citoyenneté, etc. Est-ce que, je voudrais poser une question, est-ce que le combat culturel pour un État juif ne passe pas par un combat contre le postmodernisme qui influence toute la population israélienne? Les gens n'en ont pas du tout conscience, ils baignent là-dedans. Or, dans le postmodernisme, il n'y a plus de politique, il n'y a plus d'idéologie, il n'y a que des conseillers en marketing politique. Alors, chère Brigitte, je t'annonce que dans quelques jours, je sors un livre en hébreu qui s'appelle L'idéologie, la nouvelle idéologie dominante, le postmodernisme, et qui est une étude que je pense sociologique et politique de cette idéologie et de ses bases sociales, économiques et politiques. C'est effectivement le problème parce que, d'ailleurs, j'ai rencontré le postmodernisme au bout d'une étude sur l'antisionisme contemporain. Et je me suis rendu compte que l'antisionisme s'appuyait sur une autre idéologie bien plus vaste, bien plus grande, qui concernait l'ensemble des régimes démocratiques et qui est le postmodernisme. Et donc j'ai publié ce livre en 2012, si je me souviens bien. J'ai eu le prix des impertinents du Figaro. Et pour justement donner une définition qui ne soit pas purement polémique, mais qui analyse comme un phénomène idéologique d'une idéologie politique contemporaine. Et effectivement, c'est une idéologie d'une extrême hostilité envers tout ce qui est juif, ou sioniste, ou sémite, ou etc., et qui a la prétention de transformer la condition humaine. Donc, en fait, c'est le classique des utopies du XXe siècle, l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est ce que décrit la théorie du genre. Aujourd'hui, par exemple, l'affaire en France de la PMA pour les lesbiennes et les femmes seules, qui implique justement... Le problème, si vous voulez, c'est pas ce qui est fait, c'est qu'on veut transformer les bases du droit.
Or, les bases du droit, en tout cas le droit du judaïsme, il est fondé sur la distinction du masculin et du féminin. On peut gloser là-dessus, etc., mais c'est capital, c'est toute la structure de la Genèse. Et donc, il y a un enjeu fondamental pour les sociétés démocratiques aujourd'hui, à ce niveau-là. Alors évidemment, toute cette doctrine est présentée comme étant progressiste, moderne, morale, les autres sont des réactionnaires, des fascistes, etc. Ok, d'accord, bon. Si nous sommes fascistes, les autres sont des staliniens, tout simplement. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Mais si vous voulez, là, il y a un enjeu problématique, un enjeu très grand, je dirais aussi pour une société juive à ce niveau-là. C'est-à-dire que si le droit est modifié, s'il est transformé, si les principes de la généalogie et de la parentalité sont modifiés, c'est quelque chose de fondamental qui est touché dans le judaïsme. Et il faut voir ça avec la plus grande tolérance, compréhension, il y a des drames humains, etc. Je ne dis pas ça, mais on peut dire la tolérance ou le fait d'être large sur le plan des mœurs ne doit pas engendrer un alignement du droit sur ces catégories-là qui sont de surcroît minoritaires. Donc là, c'est un très grand combat qui est à mener. Je ne sais pas comment il se mènera en Israël. Les gens sont plutôt terrassés, je crois. Mais bon, alors, il n'y a pas que ça, hein. Il y a le transhumanisme, il y a l'homme cybernétique, il y a le culte de la nature. C'est foisonnant. C'est très, très. C'est en fait le projet du postmodernisme et de sa thèse fondamentale, la déconstruction, inventée par Derrida, c'est la destruction de la nation démocratique et la destruction de la démocratie telle qu'elle a été pensée. Parce que c'est au nom de la démocratie qu'on le demande, mais c'est contre ses principes. Donc là il y a un grand enjeu qui est en plus de la question du politique. Et dernière question peut-être, Margalit, vous vouliez poser une question? Activez votre micro. Oui, merci. J'ai hésité avant de vous poser parce que j'ai assisté aux dernières manœuvres de votre exposition. On s'excuse, Margalit, on vous entend très mal. Posez votre question par écrit, votre micro ne fonctionne pas. Voilà, c'est bon. Non, votre micro ne fonctionne pas bien. On ne vous entend pas bien, il faut écrire votre question. C'est inaudible, donc par écrit, on s'excuse. Est-ce qu'il y a en attendant une dernière question? Alors. Et ça marche? Elle dit, Margalit, elle dit justement peut-être la force des Français, si j'ai compris sa question, c'est justement le fait qu'on refuse d'être intégré dans un mixar, puisque vous avez parlé d'être… Ça n'est pas une force. Pour moi, ça n'est pas une force. C'est une partie de la question. Bon, je n'ai pas entendu toute la question, hein, mais il faut quand même se rendre compte que la France n'est plus ce qu'elle était. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion, peut-être la chance, d'avoir été formé dans la France des humanités grecques et latines, du lycée français, de cet univers-là qui en fait a éclaté avec la révolution étudiante de 1968. Et c'est la période où j'ai quitté la France à ce niveau-là. Mais il est vrai que la France a aussi fait les choses excessivement. Par exemple, le combat pour l'identité républicaine a été très violent aussi. La communauté juive n'a pas pu exister légitimement. Ce n'est qu'après la guerre, une fois que les lois de Vichy ont démontré qu'il y avait une minorité juive ou un peuple juif étranger à la France, qu'en retour dans la France, les Juifs ont pu fonder une communauté
Mais cette communauté a toujours été républicaine, inscrite dans la loi collective, elle parlait français, etc. Elle défendait Israël. Et la défense d'Israël, en fait, c'était une façon de s'identifier collectivement en France où on ne trouvait pas suffisamment de critères pour s'identifier collectivement dans les bases que l'on connaît. Et donc, il y a eu là quand même, par exemple, sur le plan de l'éducation, du livre d'histoire, il y a eu une intégration de l'Ancien Régime et de la Révolution française et de la République, etc. Il y a là quelques modèles intéressants, justement, qui sont aujourd'hui, il faut le savoir, dénoncés par les historiens français postmodernistes comme étant colonialistes, racistes, etc. Il faut savoir que le débat qui se déroule en Israël et qui est très violent se déroule aussi en France. Et donc, nous sommes confrontés au même problème, savoir est-ce que l'ouverture de la démocratie à des populations étrangères doit s'accompagner de la dissolution de l'identité qui les reçoit. C'est ça la question. Et c'est là où, si vous voulez, il y a un partage politique, je pense, entre la droite et la gauche, dans la mesure où la droite s'oppose à cette idée-là, sans être nécessairement réactionnaire, violente, etc. Mais la question me semble être une question tout à fait légitime. Comment l'identité collective peut-elle continuer à exister dans l'univers des droits de l'homme, c'est-à-dire d'un individualisme radical, où les gens pensent « j'ai droit à un enfant ». C'est une expression délirante. On a droit à un enfant qu'on va commander au supermarché avec des critères mère donneuse, mère d'intention, mère réelle et compagnie. C'est quelque chose d'invraisemblable. Donc, si vous voulez, il y a là des problèmes nouveaux qui se posent, qui ébranlent le modèle ancien et donc le modèle ben-gourionien, finalement, c'est lui qui est sur la sellette. Mais ce qui prend la place, à savoir le mixour en Israël, la sectorialisation de la société n'est absolument pas de bon augure, ni sur le plan politique, ni sur le plan identitaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Shmuel. Merci, bon travail. Oui, ça c'était. Tu as fait du bon travail aussi, Ken. Non, mais vous aussi. À bientôt. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver donc les deux ouvrages qui viennent de paraître ou qui vont paraître, Le peuple israélien vis-à-vis de la société israélienne, et l'autre, L'Odyssée de l'être, ça c'est sur Amazon. Et en hébreu, on a Medinat Yehudim, mais Ever la Normaliout. Celui-là, vous pourrez le trouver dans vos librairies en Israël, ici même. Voilà, bonne fin de soirée à tous. Merci, Johan. Les trautes.